Effectivement, du coup, putain. Les gars, T'entends le cadre derrière qui s'allume là, c'est mort. Bah écoute, génial pour toute... Non, mec. Il me regarde, il m'attend sur le carrefour, t'as vu comment il est? Du coup, Putain, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible là. Ouais Antoine, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast. Je pense qu'on va avoir plein de choses à dire. On va pouvoir lier tes aventures sportives et comprendre vraiment les liaisons qu'on peut avoir entre le sportif de haut niveau et l'entrepreneur en général, les échecs, les réussites, tout ça. Je pense qu'on va avoir plein de sujets hyper intéressants et aussi hyper intéressants pour notre audience. Voilà, donc avant toute chose, je voudrais te demander de te présenter et nous dire un peu qui est Antoine Clément, ce furieux qui nous a envoyé plus d'un marathon par jour pendant 80 jours, pendant 65 jours, pardon. Exactement, du coup, je m'appelle Antoine Clément, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, je suis ultra-trailer, passionné aussi d'aventure. Ouais. Mon objectif, c'est d'aller toujours chercher un peu mes limites. Ouais. Et j'ai un projet en tant que coureur, c'est de pouvoir réaliser la course la plus difficile du monde qui s'appelle la Barclay. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette aventure du P-City. Ouais. Et donc, voilà, donc je me définis comme un aventurier, ultra-trailer passionné Ouais. et entre guillemets, un humble athlète. Trop bien. Tu as commencé à courir hyper jeune, je crois. J'ai commencé à courir à l'âge de 9 ans Ouais. grâce à mes deux frères. Et puis voilà, ça Il s'est courait jamais aussi arrêté. Il courait un peu, mais maintenant ça s'est un peu arrêté. Ouais. C'est moi qui ai pris le relais dans la famille. Ouais. Tu as bien pris le relais du coup. Ouais, j'ai bien pris le relais effectivement. Mais effectivement, du coup, j'ai commencé à l'âge de 9 ans et puis ça a été vraiment crescendo exponentiel. Et aujourd'hui, la course à pied, c'est plus qu'un sport pour moi, c'est vraiment un mode de vie et c'est un moteur de toute mon existence, quoi. Et pour se donner un ordre d'idée, quand tu dis que tu cours un petit peu, c'est quoi la course moyenne? Avant de faire tout ce que tu as pu franchir aujourd'hui, c'était quel genre de course que tu pouvais te mettre en tête pour pouvoir t'envoyer tout ce que tu as fait En fait, l'important, je pense, quand on commence l'ultra trail notamment, c'est de se faire un plan, notamment sur le long terme, de se fixer des objectifs. Et si tu commences directement par un 160 km, tu vas te fatiguer et te cramer. Donc l'idée, moi, c'est que j'ai commencé crescendo, un 40 km, 80 km, et puis pour arriver à 160, et puis maintenant 4200. On a fait passer un gap entre les deux, mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'être progressif et de faire une planification. C'est comme dans mon entrepreneurial pour vous, je pense que c'est important de mettre. C'est ça. De toute façon, quand tu as des objectifs et qui sont élevés comme les tiens et élevés aussi comme les nôtres, forcément, ça passe par une préparation, une anticipation de tes objectifs pour pouvoir atteindre le point d'arrivée, quoi. Ouais, exactement. Je reviens juste sur ce que tu m'as dit avant. Donc, ton objectif final, le boss final, c'est la Barclay. C'est quoi la Barclay? Alors la Barclay, c'est un mythe dans le monde de l'ultra trail. C'est la course considérée comme la plus difficile du monde. Il n'y a eu que 20 finishers depuis 1986. Et pour faire un petit topo de la course, c'est 5 boucles de 42 km dans une forêt du Tennessee. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de faire 5 boucles du coup. Tout simplement. Tout simplement. Et en fait, tu as des pages à récupérer sur le parcours qui correspondent à ton numéro de dossard. Et toutes les boucles, ton numéro de dossard change parce qu'en fait, il n'y a pas de balisage sur le parcours. Donc en fait, c'est un peu un mélange de course d'orientation et de course. Faut savoir que l'organisateur en fait a créé cette course tout simplement après le fait que James Earl Ray, le meurtrier de Martin Luther King, s'est échappé de la prison. Et en 60 heures, il a juste fait 10 km. Du coup, l'organisateur de la course s'est dit, moi, en 60 heures, je peux créer un 100 miles, faire un 100 miles. Donc, il a créé cette course en son honneur. Et donc, le truc qui est assez intéressant dans cette course, c'est qu'en fait, il y a un vrai mystère, notamment autour de l'inscription. C'est secret. Donc, il n'y a que 40 places, c'est très sélectif. Donc, c'est tout cet univers et surtout le fait que l'échec soit énormément présent dans cette course. Donc, en fait, dans un univers aujourd'hui où la performance, la réussite est extrêmement vraiment mise en avant, ici, c'est aussi l'échec qui est mis en avant parce qu'on peut avoir son propre échec dans cette course et en être fier limite parce que c'est la course qui mange les petits, comme on dit en anglais. D'accord. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas une histoire comme quoi le démarrage se fait avec l'allumage d'une clope ou Exactement, il y a un côté petit mystique en fait. Du coup, l'organisateur qui s'appelle Lazarus Lake, il démarre la course en démarrant une petite clope comme ça au début. Et puis après, tu commences ta course. Tu sais pas l'heure à laquelle ça commence. Il y a vraiment un univers un peu maléfique. Des mecs qui dorment pendant 2 jours avant parce que t'as pas l'heure exacte du départ. Exactement. Comme ça, non, c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment une course mystique, énigmatique. Et les gens justement veulent résoudre cette énigme. Et donc, j'aimerais bien être un jour celui qui résoudra l'énigme et être le successeur d'Aurélien Sanchez, qui est le Français qui l'a terminé il y a 2 ans. Ton objectif final, donc le boss final, c'est vraiment de faire la Barclay, cette course mythique dont tu nous as parlé. Et avant de faire la Barclay, on passe par quelle étape? C'est quoi la prépa? Parce que tu vois, si je fais un relais par rapport à l'entrepreneuriat, aujourd'hui, quand on a un objectif final, il faut pouvoir planifier l'intégralité des différents événements pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs. Je pense qu'on est sur un effet miroir sur le sportif de haut niveau.
Et comment est-ce que tu es arrivé justement à t'entraîner pour tout ça? Donc pour préparer pour une course Ouais. sur la Barclay, donc il faut faire vraiment une très grosse planification, bien s'entourer, c'est aussi le plus important. Je me suis Ouais. entouré d'un coach. Ok. J'ai aussi eu l'avantage de pouvoir m'entourer de bonnes personnes qui m'ont fait découvrir la montagne Ouais. et donc de pas me flamber dès le début et de pas me blesser. Ouais. Du coup, pour se préparer pour une course comme celle-ci, voilà, il faut bien s'entraîner, bien s'entourer et surtout ne pas se cramer dès le début. Donc je pense que c'est les éléments les plus importants. Et je pense qu'il faut aussi accepter la souffrance parce que dans ce genre d'effort, on va souffrir énormément. Et il faut accepter cette cave de douleur, comme on dit en anglais, la pain cave. Et il faut y aller, il faut vraiment aussi essayer d'aller chercher le plus loin possible dans ses limites. Et voilà, et forcément après, on sera récompensé pour arriver sur des gros objectifs. Et donc dans les premiers objectifs, il me semble, tu as fait une belle course à Paris, notamment. Effectivement, alors là c'était pour marquer le coup parce que du coup j'ai fait 2 ans d'études en école de commerce sur Paris et je trouvais ça assez symbolique de marquer le coup à Paris. Donc l'idée c'était de faire le tour du GR75 qui a été un GR qui a été créé pour les Jeux Olympiques de 2024 et le record a été détenu par le fameux Mathieu Blanchard. Et donc du coup mon objectif c'était de le battre et j'ai réussi à le battre de 20 minutes je crois à l'époque. Et donc c'est un tour qui est quand même très compliqué parce qu'il faut gérer l'embouteillage, c'est pas du tout la montagne, mais je le conseille à tous ceux qui veulent tester un autre univers. Et du coup, effectivement, j'ai fait cette première ligne sur mon CV. Après, j'ai fait le trail de Madère, la Diagonale des Fous que tout le monde connaît, la traversée de l'île de la Réunion, le GR20 en Corse que j'ai pu faire en 72 heures. Et tu avais un objectif aussi En fait, l'idée pour moi, pour arriver à la Barclay, il fallait que je maîtrise toutes les compétences qu'il fallait pour finir la Barclay. Donc, c'est-à-dire maîtriser l'orientation, maîtriser la privation de sommeil, donc faire des efforts longs, être un coureur qui est aussi rapide, être un coureur qui peut encaisser les longues heures, les longues distances, être un coureur intelligent aussi, c'est très important parce qu'en fait on peut aller toujours plus fort, toujours plus vite, mais en fait si on fait pas les choses intelligemment, on va droit dans le mur. Donc c'est important de se poser et d'être aussi d'avoir les pieds sur terre. Voilà. Et comment on devient un coureur intelligent? On fait quoi? Comment on se forme pour devenir Alors c'est une question qui est très intéressante. En fait je pense on devient intelligent en courant avec le temps et avec l'expérience. En fait, on va forcément faire des erreurs au début et je pense que c'est important de faire des erreurs parce qu'en fait, on devient meilleur, tout simplement, comme dans la vie d'ailleurs. Et c'est à force de faire des erreurs, à force de louper des marches, qu'en fait, au final, à la fin, on finit par monter les escaliers en une traite et le plus rapidement possible. Parce qu'on a tenté, on a essayé. Je pense que c'est ce que je conseille à tous, de pas essayer de faire les choses trop parfaitement, de trop cadrer les choses, parce qu'aussi, on manque aussi d'aspect plaisir et d'inconnu. Et je pense que c'est important dans toute aventure, que ce soit humaine, sportive, de laisser de l'inconnu et même si la planification c'est important, l'aventure c'est quand même très important aussi. Encore une fois, comme dans l'entrepreneuriat, c'est ça. Exactement, on en revient toujours au même. On en revient toujours au même point, c'est souvent le terrain qui va pouvoir te former de façon à avoir les meilleurs éléments et les meilleurs bagages pour pouvoir aller atteindre tes objectifs. Donc là, on arrive sur le GR20. Ouais. Comment ça s'est passé le GR20? Alors, c'était quoi ton objectif du GR20? En fait, le GR20, c'est un sentier qui est mythique dans le monde de l'ultra trail parce que c'est considéré comme le sentier le plus difficile d'Europe. Et donc, la première fois, je l'ai fait avec mon frère en 7 jours, en hiver. L'idée, c'était vraiment de vivre une aventure avec mon frère et donc ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai voulu le faire en 3 jours, en 72 heures, en mode express, pour justement essayer de choper cette compétence que je pouvais avoir à la Barclay, qui était un effort assez long. Il était pressé, il fallait qu'il descende au sud rapidement. Ouais, c'est ça, j'ai fait qu'un ami et mon ami m'a extrêmement bien suivi. Il était un peu fatigué à la fin, mais ça s'est bien fonctionné. Et puis un jour, je me suis dit, écoute, je pense que j'ai un lien avec ce GR. J'ai une relation avec ce GR un peu inconsciente. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas marquer le coup en tentant un record sans assistance qui avait jamais été tenté par personne. Il y avait un record avec assistance, mais jamais sans assistance. Et donc, malheureusement, j'ai échoué 2 fois en tentant, mais c'est pas grave parce que j'ai appris énormément de choses, notamment sur ma manière de gérer l'effort, d'un effort aussi long, ma manière de gérer le matériel, ma manière d'être un peu plus humble aussi face à l'effort. Et face à ce grand sentier. Et j'ai appris plein de choses. Donc c'était un échec. C'est probablement un des échecs dont je suis le plus fier en fait. Et comment s'est passé l'échec? Comment t'en es arrivé à un échec? Je crois que tu as eu un problème avec tes chaussures, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment fait une belle prépa, j'avais bien planifié le projet. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je venais tout simplement j'avais des chaussures qui étaient trouées. Et un peu troué vers l'avant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est une erreur un peu stupide. Et donc j'ai couru quasiment l'équivalent de 40 km. Et en fait la chaussure s'est complètement déchirée dans le cirque de la solitude. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit qui est un peu interdit dans le GR, en tout cas que autorisé pour les tentatives de record. Et donc j'ai déchiré et donc je suis arrivé du coup au refuge et j'avais plus de chaussures. Du coup j'ai dû racheter une autre paire de chaussures et en fait cette paire de chaussures là était pas habituée à mes pieds et donc ça m'a fait des énormes frottements et c'était insoutenable. Et donc j'ai pas pu finir, j'ai fait quand même 130 km sur les 170, mais voilà, j'ai pas pu terminer. Et donc, t'as pas pu terminer, mais expérience de dingue. Et ça montre aussi la résilience qu'il faut en tant que sportif pour pouvoir se renvoyer dans une autre compétition.
Grande question, je pense, pour, encore une fois, l'entrepreneuriat en général et pour le sportif de haut niveau, comment on accepte l'échec et on arrive à passer par-dessus pour pouvoir aller encore relever des défis plus importants. Alors déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas refuser l'échec, c'est-à-dire de l'accepter en tant que personne et de pas se dire, de trouver vraiment, d'essayer de chercher les côtés positifs dans l'échec quand même. Voilà, par exemple, j'ai fait une course précédemment, on aura peut-être l'occasion d'en revenir plus tard, et j'ai essayé de prendre tous les points positifs qui s'étaient déroulés pendant l'échec et de me dire, ok, il s'est quand même passé ça de bien dans cet échec, et ensuite d'accepter l'échec et de se dire, ok, bon, on a mal fait les choses, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la suite? Et moi, c'est ce que j'essaie toujours de me dire dans l'échec, de relativiser. Et d'avoir ce côté un peu spirituel dans l'échec qui est hyper important. Et en fait, on se rend compte qu'au final, l'échec, ça fait partie du chemin. Et j'ai un mantra qui est hyper important, qui est en latin, qui s'appelle Per aspera ad astra, qui veut dire par des voies ardues jusqu'aux étoiles. Et en fait, si tu veux arriver aux étoiles, tu vas devoir passer par des chemins compliqués. Ouais. Et c'est un peu la philosophie de la montagne. Si tu veux arriver au sommet et voir le plus beau, bah forcément, tu vas devoir passer par des moments difficiles. À nous, ça nous parle. Avec WeBurst, on a fait notre séminaire de groupe. On avait pour projet de monter le Grand Paradis. Ouais, j'ai vu ça. Donc 4060 en altitude avec une nuit dans un gîte en amont à 3100 et quelques d'altitude. Donc on a commencé par faire 800 mètres de dénivelé positif la veille, on a dormi au refuge, etc. Et on a eu une météo qui s'est complètement bouleversée, des vents à 60 km/h à 3400 et quelques, de la neige, du brouillard. Le guide qui revient vers nous, qui nous dit les gars, là c'est plus possible, il faut qu'on fasse demi-tour. Les hélicoptères peuvent plus monter s'il y a un problème, donc nous on manquait beaucoup d'oxygène, on avait beaucoup moins de force, mais c'était vraiment une expérience qu'on voulait tester, dans laquelle on voulait se mettre pour prouver nos limites. Et c'est aussi, je pense, un élément qui est important à être associé pour pouvoir se mettre dans la difficulté et voir comment on réagit, tu vois. Mais ça restera un échec parce que on n'est pas monté en haut au 4060, mais on s'est arrêté à 3004. Mais on en retient de cet échec énormément de positifs parce qu'on s'est mis dans le dur et on a vécu des expériences formidables. Exactement. Donc, si on revient un peu plus macro sur le GR20, du coup, tu m'as dit qu'il faut savoir accepter les échecs. Quel échec, en fait, tu as accepté sur cette course et ça t'a servi à quoi? Si vraiment on rentre dans le dur, tu vois. Alors, le premier truc déjà, c'était d'identifier la cause de mon échec. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les chaussures. Les chaussures. Donc, déjà, c'était un élément que je pouvais pas contrôler malheureusement. Après, c'est une bêtise de ma part de pas avoir fait le check-up, de pas m'être dit au préalable, faut avoir du bon matériel. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment dû bien m'organiser. Mais ça paraît, excuse-moi, mais de l'extérieur, normal. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas vu? Je suppose que tes chaussures étaient neuves ou comment ça s'est passé? Je suis arrivé avec les rotins en me disant que ça allait passer parce que voilà, je maîtrise les choses sur de soi et voilà, c'est aussi l'avantage de ce sport, c'est que ça m'a appris à être humble. Donc l'humilité à laquelle tu revenais tout à l'heure. L'humilité qui est pour moi l'élément le plus important et le GR20 ça m'a mis une gifle dans la tête. Et du coup, mais qui font parfois du bien. Hein. Ouais, et qui m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, j'ai identifié la cause, je me suis dit OK, mais du coup, je me suis dit t'as quand même fait des choses incroyables. T'as vécu une aventure, t'as traversé un bout d'île, t'as vu des paysages, voilà, t'as parlé à quelques personnes sur santé. C'était quand même des moments hyper intéressants. Puis les courses dans la montagne, ils sont hyper accueillants. En plus. Et effectivement, et surtout le truc le plus important pour moi, c'était d'avoir vécu une expérience très intense et qui va me servir pour la Barclay plus tard, parce que j'ai eu une privation de sommeil, j'avais des hallucinations quand j'arrivais à la fin du sentier. Comment ça se passe, ça, aussi, en fait, vers la dernière heure, j'avais la dernière descente et en fait, ce que je faisais, c'est que je m'endormais toutes les 5 minutes et j'avais l'impression de dormir 1 heure à chaque fois. Donc je me réveillais et je regardais ma montre, en fait il s'était passé 2 minutes. Et ça te requinquait? Ça me requinquait à peine parce que du coup j'étais toujours fatigué. Je faisais que des siestes comme ça pendant 1 heure. J'ai fait plein de siestes de 5 minutes et en fait j'entendais des voix d'enfants dans la montagne. J'entendais des bruits parce qu'en fait j'avais pas dormi depuis 45 heures, 50 heures. Donc en fait mon cerveau était complètement découpé. Démonté quoi. Et ça t'a pas fait peur ça? Bah ça m'a pas fait peur parce que je me suis vite dit au bout d'un moment faut que j'arrête. Là c'est trop et surtout tu peux vite être dans un moment de danger. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai descendu et je me suis dit après il y avait une montée donc je me suis dit c'est le moment de stopper et je me suis endormi sur le sentier et il y a un Corse qui est arrivé avec son pick-up en klaxonnant parce que j'étais sur le sentier en train de dormir. Il m'a réveillé et je me suis à peine souvenu quand je me suis réveillé, j'étais chez lui dans sa maison, il m'avait ramené chez lui. Et du coup, après, il m'a ramené à Porto Vecchio. Donc, une histoire incroyable. Et tu lui as raconté ton histoire à ce gars-là? Ouais, je lui ai raconté du coup le lendemain et tout. Il dit, c'est Français métropolitains, là, qui se croient un peu supérieurs et tout ça. Bon, c'est les Comment il s'appelle? Je me souviens plus du tout de son prénom. On lui fait un coucou. Ouais, il était taxi en plus, donc c'était un homme très sympa. Donc là, on est vraiment sur la phase prépa. Et avant d'arriver sur la maxi course, donc sur la Barclay, on t'est passé par le PCT. Le PCT, une course incroyable. Qu'on a sponsorisé en partie avec WeBurst.
Nous, ça nous tenait à cœur parce que soutenir des sportifs de haut niveau comme ça correspond aux valeurs qu'on a dans la boîte. Tu vois, on organise des runs tous les mardis midi. Là, on a une vingtaine de personnes qui courent avec nous sur les 2 sites. Donc, on a une agence à Nantes, une agence à Bordeaux. Donc, on court sur les 2 sites. Et on a une belle verticale sportive. On bosse avec les fournisseurs de Puma, notamment. Ouais. Et nous, on s'occupe de propulser les marques sur le digital pour leur visibilité digitale. Ok. Donc, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir t'accompagner là-dessus. Et ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous expliquer ce que c'est le PCT, ce que ça a été pour toi, que tu nous racontes un peu cette aventure incroyable. Alors déjà, premier mot, je vais dire clairement, c'est l'aventure de toute ma vie. C'est l'aventure aujourd'hui je pense, qui me définit en tant De toute ta vie jusqu'à maintenant? Ouais, jusqu'à maintenant. Ok. Je suis vraiment très fier de ce que j'ai pu faire, accomplir, que ce soit sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain. On en reviendra. Donc le PCT, c'est quoi? C'est un sentier qui part de la frontière du Mexique jusqu'au Canada. Donc 4274 km. Donc une traversée. Traversée verticale, ouais. Et donc il y a 120 000 mètres de dénivelé. Donc je vous laisse faire le calcul à peu près. Combien de Mont Everest ça fait? Et donc, effectivement, c'est une longue traversée qui passe par le désert de la Californie, les hautes montagnes de la Sierra Nevada, l'Oregon et Washington, du coup 3 grands États. Et donc, tu passes par la montagne, le désert. Et c'est ça qui est très compliqué avec ce sentier. C'est pas le sentier qui est difficile, c'est les changements de météo et les changements aussi de conditions que tu peux rencontrer. Il fait 50 degrés, ensuite il fait -1, ensuite il refait chaud, ensuite il refait chaud et ainsi de suite. Puis toi, tu dois avoir un minimum de matos sur toi en plus. Tu dois être hyper léger, tu dois affronter des serpents à sonnette, des ours, voilà, de tout type d'animaux. Petite parenthèse, ils nous ont envoyé une photo d'un ours quand même. Hein. Faut quand même le dire. Ouais, effectivement, c'est pas des mythos. Il y a vraiment des ours sur le sentier, des serpents à sonnette. Putain, c'est fou. Et du coup, là, donc, la grande traversée, comment t'as géré ton équipement? T'es équipé comment pour pouvoir faire ça? T'as amené quoi avec toi? Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, l'idée, c'était de m'informer le plus possible comment on peut préparer une aventure comme ça de manière logistique, parce que c'était très compliqué. En France, il n'y a pas grand monde qui l'avait fait. Donc, je suis allé du côté américain. Je suis allé voir ce qui se faisait et voir les gens qui avaient plus ou moins fait dans le même style que moi, c'est-à-dire en 60 jours, 70 jours, donc des gens qui l'avaient fait en mode rapide. Et donc, j'ai essayé de prendre un peu de tout et de faire un mélange en fait entre du confort et du minimalisme. Et donc, voilà, je me suis bien entouré. Et puis, notamment avec ce beau Bob, du coup, aussi Weavers que vous m'avez floqué. Ouais. Et donc, qui m'a accompagné. C'est le Bob qui t'a accompagné pendant toute l'aventure. Tout le sentier, c'est vraiment pour moi le Bob. Voilà, je lui dois tout parce que quand il faisait 50 degrés dans le désert, bah, il m'a sauvé la vie, clairement. Ouais. Il faisait super chaud et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, l'intérêt c'était d'avoir un équipement léger et aussi un équipement résistant. Et donc la vision américaine français, j'ai fait le mélange des deux et c'était parfait. Et j'avais un total de 4,6 kg au départ. 4,6 kg, donc t'avais quoi? T'avais un duvet, duvet, matelas, sac, un t-shirt de rechange, un petit kawaii, une petite veste. Au début, j'avais du matériel de cuisine, mais je l'ai fait sauter après 3 jours. Parce que je voulais vraiment vivre l'expérience à fond, un peu comme un animal, quoi. Et du coup, j'avais pas grand chose. J'avais vraiment pas grand chose. Et une balise GPS aussi. Une balise GPS. Et comment tu te rationnais sur le trajet? Alors en fait, au début, ça fait très peur parce qu'on se dit comment je vais planifier 4270 km. Et en fait, la chose, c'est de voir déjà étape par étape, de voir objectif court terme. En fait, il faut pas voir le bout. Si tu vois le bout, déjà, t'es foutu. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est comme une montagne. Quand tu regardes le sommet, ça fait peur. Mais en fait, après, petit à petit, ça devient des petites étapes. Et donc, je me suis dit, je faisais jour après jour. Donc, j'avais une application qui me permettait de voir les points de ravitaillement sur le parcours, les villes. Parfois, sur l'application, il y avait des gens qui mettaient des numéros de téléphone pour que je puisse les contacter pour faire des stops. Je faisais beaucoup de stops. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de faire ça, de participer, parce que c'est vraiment toute une économie autour du sentier aussi. Les restaurants, les petits hôtels, les petits gîtes, les petites personnes qui accueillent. Tu croises personne Parfois, notamment dans la Sierra Nevada, j'ai croisé personne pendant 10 jours. Et donc, du coup, j'ai dû transporter ma nourriture pendant 10 jours tout seul. Donc, j'avais un sac de quasiment 15 kilos. Mais bon, c'était à base de snacks, de trucs pas très bons pour la santé, on va pas se mentir. Mais c'est des choses qui font plaisir, c'est des petits plaisirs que tu peux avoir dans ton grand moment. Ouais, ce qui font plaisir, mais il faut que j'aille quand même voir un dentiste parce que j'ai quand même bien massacré mes dents à force de manger beaucoup de sucre, mais c'est quand même important. Après, nous, on a essayé de te faire livrer des colis strat qui étaient des colis stratégiques, qui étaient quand même assez garnis et nutritionnellement parlant assez intéressants. Ça t'a servi sur le Effectivement, et du coup, je voulais en revenir en fait. Mon but pour moi de base, c'était de faire en 80 jours, mais il y avait vraiment cet aspect sportif qui comptait et il y avait cet aspect humain. Et donc pour moi, l'objectif c'était aussi de m'entourer de personnes avec qui je pouvais faire vraiment un bon projet. Et donc il y avait premièrement les rencontres que je pouvais faire sur le sentier et deuxièmement les rencontres que je pouvais faire avant pour former une petite équipe un peu. Et du coup, grâce à vous, vous m'avez envoyé des colis sur le sentier. Et au-delà de ça, en fait, on peut se dire c'est juste des colis. En fait, psychologiquement,
quand tu arrives après 900 km d'étape, tu vois un colis Weber, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ça fait du bien, ça remonte au mental. Tu te dis, ok, déjà, on pense à toi, on te soutient, on est vraiment avec toi. Et du coup, moi, j'avais la banane quand je voyais le colis. Je retrouvais un peu de nourriture française, un nouveau t-shirt, des nouvelles chaussettes. Et là, tu te dis, waouh, trop bien, quoi. Donc, des nouvelles chaussettes, ouais, trop bien. Alors ça c'est quand même incroyable parce qu'on faisait vraiment livrer des chaussettes sur le sentier. Parce que c'est un consommateur de chaussettes sur des trajets comme ça. C'est une petite anecdote. je changeais de chaussettes quasiment toutes les 4-5 jours, je pense, facile. Petite question, alors petite question touchy. On est sur ton équipement. Quel a été l'objet qui t'a le plus marqué? Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter que tu avais dans ton sac? Alors effectivement, j'aurais pu te présenter du coup peut-être un sac, un duvet, mais je me suis dit que c'était pas très original. Et du coup, je voulais montrer la chose qui m'a accompagné le plus. C'est ma brosse à dents. Donc du coup que j'ai appelé Sean, en l'honneur d'un ami que j'ai rencontré sur le trail. Okay. Et du coup voilà, c'est ma brosse à dents qu'on peut voir que j'ai coupée en deux pour être le plus léger possible, pour gagner le plus de grammes possible. Ouais, on m'appelait le fou sur le trail parce que je coupais les lanières, je coupais tout pour être le plus léger. Et en fait je me brossais les dents quasiment 5 à 6 fois par jour, vraiment tout le temps, parce qu'en fait je mangeais constamment beaucoup de sucre, beaucoup, parce qu'en fait faut partir du principe qu'on est comme une voiture sur un sentier, et donc faut alimenter avec de l'essence tout le temps. Et il faut vraiment y aller, faut pas mettre de l'essence de qualité, faut plutôt privilégier la quantité. Et donc du coup voilà, cette brosse à dents m'a bien accompagné. Enchanté Sean. Et je la garderai à vie parce que ouais, clairement c'était incroyable de l'avoir. Merci. Dans les moments les plus difficiles sur le sentier, parce que je suppose que quand tu fais une telle traversée, tu as des moments de solitude, tu as des moments où c'est compliqué. Quel a été le pire moment? Et après, deuxième question, comment tu l'as surmonté? Alors, je citerai deux moments qui sont différents. Un moment que j'ai vécu une vraie souffrance physique et une souffrance psychologique. La première, c'est le premier jour. En fait, j'étais en bas de total, limite en dépression sur le trail parce qu'en fait, j'étais en mode qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai fait cette aventure? Pourquoi j'ai signé pour ça? Je veux pas faire ce truc-là. Donc j'ai fait 53 km le premier jour à peu près. Et c'était sur 65 normalement? Non, du coup les premiers jours je visais 53 au début. Après j'ai allongé la distance. Mais du coup le premier jour voilà 53 et j'étais vraiment déprimé. C'est-à-dire qu'en fait je pleurais sur le trail et j'étais vraiment pas bien. Et je me disais qu'est-ce que je fais là? Et t'étais au premier jour en plus. Premier jour et je me suis dit ça va être horrible. Ça va être horrible. En fait mes proches me manquaient, la France me manquait parce que j'avais fait des aventures. Mais je me disais toujours j'allais revenir dans 3-4 jours, une semaine après. Et là je me disais bah non, en fait non, tu vas venir dans 4 mois parce qu'après t'avais un autre projet aussi aux États-Unis. Putain. Et donc du coup c'était compliqué. Et au final comment je l'ai affronté, c'est que j'ai fait une rencontre et tout le fait que pour moi ce trail c'est aussi une dimension très humaine. Non, c'est il s'appelait Mike. Et du coup Mike, une personne de 50 ans et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait une séance de psychologie gratos dans son truck. Il m'a fait beaucoup de bien. Tu l'as rencontré où Mike? Sur le sentier, quand j'ai posé ma tente. Le trail? Non, pas du tout. Il faisait du backpacking lui comme ça. Ouais. Et lui il buvait une petite bière sur le sentier. Et il m'a vu et j'ai beaucoup parlé avec lui pendant quasiment 3 heures. Et il m'a dit écoute, tu vas vivre le sentier de ta vie, l'aventure de ta vie. Donc faut que tu y ailles, tu as beaucoup de chance d'être là, tu es privilégié. Donc vas-y. Et puis il m'a dit écoute, je te donne un petit objectif, c'est qu'à la fin du sentier, tu m'enverras une photo de toi à la fin. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Tu l'as envoyé? C'est ce que j'ai fait. Et alors? Et il était trop content pour moi. C'était un chant Mike. Ouais Mike, en tout cas merci à toi. Et puis le truc physique qui était horrible, c'est que j'ai vécu une déshydratation totale dans le désert. Donc j'ai vécu la vraie déshydratation, j'ai failli mourir, clairement je voyais flou, hallucination, à un moment je me suis demandé si j'allais pas boire mon urine clairement dans ma flasque parce que j'étais complètement déshydraté, je voyais comme dans les films, je sais pas si vous voyez les nuages de chaleur au fond du désert parce que j'ai fait quasiment 5 heures sans boire et avec 50 degrés et quand tu essayes de mettre un peu de rythme. Comment ça se fait que... En fait, il y avait une étape sans eau quasiment pendant 30 bornes et du coup j'avais le choix entre faire cette étape-là ou gagner 10 bornes mais en coupant le sentier et en rejoignant une route pour tout simplement trouver un peu de ravitaillement, un peu d'eau parce que j'avais plus d'eau et il y avait rien dans le désert, c'était trop sec. J'avais pas pris assez d'eau avant. Du coup j'ai essayé de tracer dans du hors-sentier, des ronces, des cactus, j'entendais des bruits de serpents en sonnette, c'était infâme. Et là à un moment je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais là? Et je me suis mis sur la route, le bord de la route. Et vraiment, j'étais comme ça, cloîtré, et quelqu'un est venu m'aider et m'a servi un coca, une espèce de boisson énergisante, donc ça m'a vraiment mis bien. C'était un passant ou c'était un mec qui courait aussi? C'était une trail angel, donc il faut savoir que sur le trail, il y a des espèces de bénévoles qui prennent de leur temps en fait pour aider les gens. Comme ça, ils viennent de leur temps libre, etc. Et au final, elle est tombée sur moi et elle m'a aidé. Donc là, tu étais à quel moment du parcours après? Tu étais à mi-parcours ou... Alors j'étais à la fin du désert.
Ok. Donc du coup pour Et moi, qu'on puisse situer le désert sur il l'échelle. y a donc la vraie partie pure désert, elle fait 911 km. Après, tu as une partie transition petit à petit pour aller dans la Sierra Nevada, qui est la partie emblématique du sentier, qui est la partie la plus sauvage. Et donc, au total, le désert fait à peu près 1100 km. D'accord. Et tu dormais où dans le désert? Euh, Avec les serpents à sonnette. alors, en fait, il y a un truc là-bas qui est assez traditionnel et qui est assez mythique, c'est de faire du cowboy camping. Donc, c'est-à-dire, tu mets une bâche, tu mets ton matelas et tu dors au la belle étoile. Donc, j'ai fait beaucoup. Et attends, le serpent à sonnette, comment il peut ne pas monter sur toi? Ah bah il peut, hein, mais il faut juste... ouais, après les serpents à sonnette, on en fait beaucoup des pataquès, mais c'est un animal qui est très peureux de l'homme. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a beaucoup aidé sur le trail, c'est de respecter les animaux, d'essayer de les comprendre aussi. T'en as rencontré beaucoup des serpents à sonnette comme ça? Ouais, j'en ai rencontré une bonne dizaine et en fait, ça fait plus de peur que de mal. Faut juste Ouais. faire très attention. Le plus énervant, c'est quand tu les croises sans qu'ils te préviennent avec la sonnette. Là, ça peut faire très peur. Ton cœur il monte à 200 parce que tu Ouais. sais qu'une morsure peut être mortelle. Et ça Mais t'est beaucoup arrivé ça? Ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. T'as ouais. marché déjà sur un... J'ai pas marché, mais j'ai vraiment marché à côté. Putain. J'ai une vidéo où on voit la trace de pas à côté du serpent. Aïe, aïe. Mais voilà, le serpent, il a peur des hommes, donc si tu l'embêtes pas, t'embêteras pas. Ok. Donc là, PCT, on sort du désert. On arrive à quel niveau? Au niveau de l'échelle de ton parcours? On est rendu où là? Alors là, on est rendu quasiment du coup En à pourcentage. un quart du sentier. Un Un quart quart du du sentier déjà. Et là, on arrive dans la Sierra, qui est l'endroit le plus sauvage. C'est pour moi l'expérience la plus réelle possible d'une aventure. Solitude complète, pas de réseau, pas de ravitaillement, des ours. Je devais transporter une boîte à ours pour ma nourriture. Pour C'est pas quoi que une les... boîte à ours? Une boîte à ours, c'est de la nourriture que tu mets dans une boîte pour pas que les ours ils la prennent et qu'ils la mangent. Parce qu'en fait, les ours, ils viennent choper ta bouffe parce qu'ils ont un odorat très très puissant. Ouais. Et donc, du coup, c'était l'idée de se protéger. Donc, t'as pas le choix, sinon tu te prends une amende. Et donc, vraiment, il y a un univers un peu sauvage, très intéressant et une expérience vraiment la plus réelle possible. Sur sentier, par contre, j'ai perdu quasiment l'équivalent de 13 kilos. Parce que du coup, je mangeais pas beaucoup. En combien de temps? L'équivalent de 10 jours à peu près à peine. Un kilo par jour? Ouais, Wow. quasiment. Et en plus, tu à la t'hydratais. fin, Donc, à la fin, j'avais les joues très creusées, je voyais mes côtes et tout. C'était un peu terrible. Mais après, je me suis bien ravitaillé. Mais du coup, ouais, ça faisait. La dernière journée, j'avais plus de bouffe. La dernière journée, donc j'ai fait 24 heures sans nourriture. Sans nourriture. Et à la fin, j'étais un vrai zombie. Ouais. Et C'était- température, là, c'était pas le désert, du coup, t'étais. Nourriture, température, c'était l'équivalent à peu près. La nuit, c'était du -2, -3. Et la journée, ça a tourné entre 12 et 13. Donc le truc, c'est que je suis passé sur des cols de 4000 mètres d'altitude. Ah et ouais. là, c'est incroyable, quoi. De te dire, t'es à 4000 mètres Ouais, je et vois tu bien. peux quasiment C'est là où on randonner. n'est pas arrivé. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que 4000 mètres, on a tendance à banaliser ce genre d'effort d'altitude, mais c'est quand même une altitude impressionnante. Puis si je dis pas de bêtises, il me semble que en altitude, tu as 70% de ta condition physique due au manque d'oxygène. Exactement. C'est-à-dire que toi, déjà, tu es dans le dur, mais tu as déjà perdu Et en en plus plus, t'as 30% de t'as- force en moins. T'as la ventilation. Et surtout, les gens. Tu l'as senti? Bah, pas tellement, j'ai eu de la chance. Je pense que j'étais bien acclimaté, bizarrement. Surtout la neige qui fait peur. Parce qu'en fait, tu dois arriver jusqu'au col, mais la neige, elle est cassante. Faut arriver à la bonne heure parce Des que crevasses aussi? ouais, c'est ça. Et surtout, s'il fait trop chaud, la neige, bah, elle est fondante, donc tu peux glisser. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de chance. Heureusement, j'ai une bonne expérience dans la montagne grâce à mon frère qui est alpiniste, qui m'a appris à poser le pied, notamment dans la neige, etc. Donc, ça s'est vraiment bien passé. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Grâce à Trop bien. Ça devait pas être quoi? Ça devait vraiment pas être simple d'être en altitude. Et après, quelle était la fin de ton aventure? Comment ça s'est passé? ça. Du coup, je suis Est-ce que sorti. tu pensais déjà même la terminer cette aventure quand tu étais au milieu? Honnêtement, Ouais. ouais, parce qu'en fait, Voilà. j'ai vécu l'aventure et surtout en partant du principe que chaque jour, petit pas par petit pas, et chaque jour c'était une étape par étape. Et Pour donc, t'amener à ton résultat. exactement. Et il y a un mantra de Navy Seals qui dit slow is smooth, smooth is fast. Donc ça veut dire lent c'est doux, doux c'est rapide. Donc ça veut dire en gros, bah vaut mieux être lent, tranquille, doux, prendre son temps, pas se précipiter. Et de toute façon, tu arriveras à ton objectif. Au final, c'est comme dit, bah, tu arriveras à faire tes 65 jours. Et donc, moi, voilà, c'était petit pas par petit pas, fixation d'objectif à court terme. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu arriver au bout. Et donc, après la Sierra, du coup, j'étais quasiment à l'équivalent de 1800 bornes. Donc, j'ai fait quand même quasiment la moitié du sentier. Et donc, après, ça s'est vraiment fusé parce qu'en fait, là, je me suis dit, OK, là, ton corps, tu te sens bien. Et tu es un peu comme un animal. Et donc, j'ai commencé à augmenter la cadence. Je me suis dit, OK, c'est peut-être possible de faire moins de 70 jours. Et du coup, j'ai accéléré la cadence. Et sur les derniers jours, notamment les 15 derniers jours, j'étais quasiment sur un équivalent de 80-90 bornes par jour. Et donc, j'étais vraiment au plus proche de l'animal possible. Je dormais sur le sentier. Je ressentais même plus la fatigue. J'étais vraiment à fond dans mon aventure. On va rappeler quand même, un marathon, c'est 40 km. Hein. Ouais. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai que ça fait quasiment 2 marathons au moment. Deux Sur les 15 derniers marathons jours, par j'étais quasiment sur 2 marathons par jour, effectivement. Et je m'en pensais pas capable
au début de Ouais. pouvoir aligner. Au début, je regardais de loin les gens qui avaient fait les premiers records et je me suis dit jamais de la vie je ferais ça. Et au final, parce que je m'étais fixé mes propres limites et d'où l'importance de courir sa propre course, faire son propre chemin et pas forcément se Comparer. fier aux autres, se comparer, Ouais. s'inspirer, mais pas forcément se comparer. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à m'inspirer, à prendre du positif, je me suis dit c'est bon, je peux le faire quoi. On est en plein dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans sur l'entrepreneuriat aussi, sur les boîtes en général. C'est-à-dire, regarder ce que font les autres, c'est bien pour s'en inspirer. Se comparer, c'est changer sa trajectoire. Et je pense que si on veut arriver sur des bons résultats comme tu as pu avoir sportivement, eh bien, il faut s'y confronter dans l'entrepreneuriat et rester sur cette ligne directive. On voit vraiment à chaque fois des axes qui sont communs, c'est hyper intéressant. Et ça confirme encore une fois la verticale qu'on est en train d'aller chercher ensemble sur la sportivité, les sportifs de haut niveau et l'entrepreneuriat, les boîtes en général. Rapprocher les entreprises Ouais. des sportifs pour en tirer quelque chose de bien, de cool. Très bien. Ok, donc PCT. Et du coup, après, pour finir, je suis arrivé à la fin en 65 jours. Ok. Donc, j'ai fait ces 4270 km en 65 jours, donc ce qui fait l'équivalent de 65 km par jour. Et j'ai été pris. 65 km par ouais, jour pendant 65 jours. Pendant Du coup, 65 c'est jours. le petit chiffre pile, c'est assez beau Parfait. d'ailleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, j'avais des feux de forêt. Donc là-bas, il y a beaucoup de forêts qui brûlent. Et donc, je devais vraiment speeder. C'est un peu l'expression, mais j'avais le feu au cul, c'est le cas de le dire. Et donc là, j'avais beaucoup de feux qui arrivaient, donc je devais essayer de trouver des petites déviations d'itinéraire pour pas perdre. Il m'envoyait des photos du feu de forêt réellement qui étaient visibles en photo. C'était pas la fumée, c'était la flamme. Ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, je suis la seule personne qui ait vraiment fait le sentier dans sa totalité, parce qu'en fait, il y a des sections qui ont été fermées après moi, et donc il y a des gens qui ont dû skipper 100, 200 km, et moi, rien. Donc, je suis vraiment hyper content d'avoir vécu l'expérience à fond. Et donc là, tu es arrivé, et il y a une petite anecdote aussi sur la fin. Tu as pu aider quelqu'un ensemble? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, du coup, la dernière journée, je me suis dit, tu vas symboliser et rendre vraiment symbolique cette dernière journée et rendre hommage à ce trail. Donc, tu vas faire un 100 miles, donc un 160 km pour la dernière journée. Essayer de le faire comme ça pour rendre hommage au trail. Donc, j'ai fait 160 km et à 50 km de l'arrivée, on m'a signalé qu'il y avait un feu à la frontière et donc que je pourrais pas arriver. Et donc là, je me suis mis un peu à pleurer, à être énervé. Je me suis dit, j'ai pas fait 4220 km pour pas arriver à la fin. Ouais. C'est impossible, j'ai vraiment les crocs, quoi. Et le mec me dit, ok, tu peux peut-être y aller, mais faut que tu y ailles et que tu te bouges parce qu'en fait, le sentier n'est pas encore fermé, donc tu as le temps. Du coup, j'ai tracé comme un malade et au final, j'ai croisé une meuf qui était en train de tituber sur le sentier parce qu'elle était complètement déshydratée, pas d'eau. À cause des flammes ou Non, tout simplement parce qu'elle n'avait pas pris assez d'eau. On va dire une personne assez candide et du coup elle avait pas d'eau, elle avait plus rien, elle était complètement en train de tituber, vraiment elle arrivait à peine à parler, discuter. Ouais. C'était limite si on voyait ses yeux quoi. Donc je lui ai donné toute mon eau et j'ai appuyé sur sa balise GPS qu'elle avait, une Garmin Inrich, et puis je lui ai dit bon voilà maintenant je pense que tu es en train d'événement, du coup je peux aller partir, et du coup j'ai tracé jusqu'à la frontière et puis je suis arrivé du coup à la frontière du Canada et pas déshydraté. Et pas déshydraté, j'ai eu de la chance, Ouais. pourtant il n'y avait pas beaucoup d'eau sur la fin. Ouais. Bravo. Et je suis focus. Donc tu as vaincu le PCT, donc tu as réussi, tu as atteint l'objectif. C'est le cas de le dire. En fait, pour moi, j'ai vécu un peu l'expérience comme un jeu vidéo, tu sais, et chaque étape, le désert, la Sierra, c'était un peu des étapes, des niveaux. Et puis pour moi, le boss final, c'était d'arriver à la frontière du Canada. Et donc de me dire que j'avais fini le truc, c'était quand même pour moi extrêmement gratifiant. Encore une fois, bravo. Merci. Et ce qui est assez dingue, c'est que tu t'es renvoyé un objectif direct. Donc l'objectif, c'était, on en revient au boss final, la Barclay. Tu t'es qualifié pour la mini Barclay. Tu peux nous raconter un peu? En fait, pour faire très très simple et très rapide, pour se qualifier à la Barclay, il y a plusieurs moyens. Il faut envoyer une lettre à l'organisateur ou alors tout simplement gagner une course qui s'appelle la Barclay Fall Classic. Mais par contre, il faut la gagner en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc il y a une place pour les deux. Et donc c'est une course de 60 km dans la forêt, mais tu passes dans les ronces, etc. Donc c'est une course très compliquée. Et il y a 4000 mètres de dénivelé. Et donc mon objectif c'était de la gagner pour avoir mon ticket pour la Barclay. Et donc du coup j'ai terminé à la 2e place pour avoir le ticket, alors que je dominais la course pendant 7h30. Après avoir tout mené dans les ronces, et j'ai mené toute la course, mais j'ai fait une erreur de navigation qui m'a empêché d'avoir la victoire. Donc voilà. Comment tu as géré cet échec? Alors on en revient au même par rapport à la Corse. Je suis arrivé, en fait, je me suis fait un flashback de tout ce que j'ai vécu aux États-Unis. Je me suis dit, regarde tout ce que tu as vécu déjà. Déjà, t'es pas triste parce que tu as déjà traversé un pays entier, c'est incroyable. Et deuxième objectif, ok, tu l'as loupé parce que tu as fait une erreur de navigation assez bête, mais voilà, tu as pu découvrir l'environnement, la forêt, tu as pu avoir un avant-goût de la Barclay et te sentir encore plus proche de cet environnement un peu mystérieux. Et donc, j'ai pris tout ce positif et je me suis dit,
c'est bon pour la suite. Je suis encore jeune, j'ai 25 ans. Je me dis que voilà, j'aurai aussi tout le temps. Il faut aussi relativiser dans la vie. Il y a aussi beaucoup plus grave que le deuxième. Donc voilà, j'ai pris ce positif-là et je me suis dit, voilà, faut y aller. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, c'est ça que je retiens sur cette expérience. Et voilà. Et voilà. Ok. Est-ce que tu penses que l'échec fait partie du processus pour réussir à faire la Barclay? L'échec fait partie du processus. D'ailleurs, pour vous faire une petite anecdote, l'anecdote la plus connue autour de la Barclay, c'est Gary Robbins qui a échoué sur la course pour 6 secondes. Donc après le cut-off de 60 heures, tu as 60 heures pour faire la course, et il a échoué pour 6 secondes. La vidéo était la plus vue quasiment du monde de l'ultra running, quasiment 5 millions de vues, et on le voit échouer pour seulement 6 secondes, et du coup il n'a pas été considéré comme finisher. Et au final, c'est l'échec le plus beau. Donc je pense qu'on peut trouver aussi une certaine beauté dans l'échec, et de voir quelque chose de motivant pour aller encore plus loin et aller chercher des choses encore plus fortes. Bah, l'échec, ouais, c'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que l'échec fait partie intégrante du processus. Et si on veut arriver au résultat qu'on peut se mettre en tête, si les objectifs sont élevés, on est obligé d'y passer. Et du coup, après le GR75, le GR20, le PCT, la mini Barclay, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, l'idée maintenant, c'est de construire un vrai projet sur le long terme avec WeBurst. Et du coup, je pense que la suite, maintenant, tu la connais. Du coup, Effectivement, c'est vrai que la suite, on la connaît. L'objectif, c'est de pouvoir donner la possibilité aux personnes qui nous écoutent, qui nous suivent aujourd'hui, de pouvoir sortir de leur zone de confort. Aujourd'hui, on a tous, en tant qu'entrepreneurs ou personnes qui se donnent des objectifs élevés, envie de pouvoir se mettre à l'épreuve, sortir de sa zone de confort. On va créer ensemble des événements, des aventures qui vont permettre parfois d'être en altitude, parfois de se retrouver peut-être dans un combat face à soi-même. C'est des choses qu'on va lancer ensemble dans les prochaines semaines à venir. On vous en dit plus tard, mais je pense qu'on a un beau bout de chemin à faire ensemble et que ça va être du très très lourd. Je sais pas ce que t'en penses, mais on va faire quelque chose de cool. non, en tout cas, je suis vraiment très content de vivre une aventure avec WeBurst et de pouvoir en tout cas collaborer avec vous. Et je pense qu'on va faire effectivement de grandes choses. Bah, écoute, je te remercie Antoine. Merci beaucoup à toi en tout cas de m'avoir accueilli dans le podcast WeBurst. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. C'est pas tous les jours qu'on reçoit quelqu'un qui a traversé l'Amérique du Nord en courant. Merci encore. Plus de 2 marathons par jour. Merci encore. Allez, ciao. Ciao.